Pellado. Merci d'être avec nous. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis très honoré. Je suis aussi, je dirais, très heureux de revenir à cette tribune de la Chambre de commerce de Montréal. Ça fait, je pense, je sais pas, peut-être 15 ans. Et je me souviens que c'était un environnement qui était beaucoup moins favorable qu'aujourd'hui. Nous avons le privilège de vivre. Alors, oui, Michel, j'ai fait de la politique et donc... on fait toujours des grands remerciements. Hein? Alors, je voudrais remercier tous ceux et celles qui sont avec nous cet après-midi. J'ai des attentions particulières pour certains d'entre eux et d'entre elles. Évidemment, je voudrais saluer la présence de Madame la mairesse. Et vous savez, j'ai eu le privilège de faire campagne avec, et c'était toujours pour moi l'occasion de le répéter à l'époque avec Madame Marois. Donc, c'était notre première ministre. Alors, je suis heureux de souligner que vous êtes notre première mairesse de Montréal. Félicitations. J'aimerais également saluer la présence de Michael Sabia, le président de la Caisse de dépôt. Depuis une vingtaine d'années, nous sommes associés avec la Caisse. Je me souviens même, mon père siégeait à l'époque de la présidence de Jean Campeau. Il siégeait à la Caisse parce qu'il avait lui aussi à cœur le développement économique du Québec. Alors, j'ose espérer être dans la bonne aventure, la bonne direction que celle que mon père m'a léguée. Merci beaucoup, Michael, d'être avec nous. J'aimerais également saluer la présence de mes deux proches collaboratrices, donc Manon Brouillette, qui est la présidente de Vidéotron, et puis France Lausière. Nous avons fêté hier soir la retraite d'une autre de nos collaboratrices durant plus de 25 ans, Julie Tremblay, au Cinéma L'Impérial. Et je tiens à vous remercier, mesdames, parce que vous faites un travail vraiment exceptionnel. J'aimerais remercier aussi Denise Fiatro. Denise, où est-ce que je suis né sur la même rue qu'elle, et puis c'était notre voisine. C'était comme ma deuxième maman. Merci, Denise, et merci, je vais avoir l'occasion de le souligner tout à l'heure, mais merci pour tout ce que tu fais pour la vie culturelle au Québec. Merci pour ce que tu fais depuis les dernières années pour la renaissance, si je peux dire, du théâtre du Rideau Vert. Merci beaucoup. J'aimerais aussi saluer, moi je l'appelais, c'est ma marraine, donc la députée de Tachereau. J'ai été très heureux, très fier du travail qui m'a été, ou le privilège qui m'a été donné d'être chef du Parti québécois, le chef de l'opposition officielle. Et Agnès, la députée de Tachereau, bien, c'était ma marraine, elle était toujours là pour m'accompagner. Merci beaucoup, Agnès. Et deux personnes dans mon entourage familial. Il y a la maman de ma fille Marie, mon ex Isabelle Hervet, et mon frère Jean Pellado qui est avec nous. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que lorsqu'on fait de la politique, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de discours, mais j'en ai fait quelques-uns. Et je commençais toujours par, pas toujours, mais fréquemment, en citant le traité de Paris de 1763. Si vous ne vous souvenez pas, c'est quoi le traité de Paris? Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est très simple. C'est le traité qui a consacré la défaite et la disparition de la Nouvelle-France. Mais je parlais aussi souvent de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, qui est la première constitution du Canada, dans laquelle, aux alinéas 91 et 92, nous séparons les compétences entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ou les provinces, terme que j'aime pas vraiment utiliser, mais malheureusement qui est dorénavant consacré. Alors, et c'est dans cet acte de l'Amérique du Nord qu'il est désigné que la radiodiffusion, les télécommunications sont de compétence fédérale. Et ce qui nous a amené, il y a de ça maintenant pour les 6 ou 7 dernières années, à faire un chèque. Un chèque de 1 milliard à Ottawa, pas dans les paradis fiscaux, là. À Ottawa, 1 milliard pour acheter du spectre pour des ondes de fréquence et nous permettre donc de démarrer notre service sans fil qui a maintenant... combien, Manon? Combien? Non, mais le lancement sur réseau en 2009...
2010. Et aussi, surtout, effectivement, on vient de le souligner, nous avons eu notre millionième client la semaine dernière. Alors, j'essayais de faire ça toujours en français, s'il vous plaît, et d'éviter de lever le poing, là, tu sais. C'est bon, ça. Je me demandais si je devais changer de job et éventuellement aller faire l'humoriste à Juste pour rire. Là. Non. Alors, tout ça pour dire que j'aimerais vous parler, et Michel l'a mentionné, donc d'innovation. Et à cet égard, et là aussi, ça me donnait l'occasion, donc dans mes discours politiques, de vanter le courage et la vision de mon père, parce que lui aussi a fait œuvre d'innovation. Pierre Péladeau, ça a été le premier qui a introduit le procédé offset pour l'impression du Journal de Montréal, qui était en partie une des raisons du succès du Journal de Montréal. Ça a été lui aussi qui a démarré une entreprise de distribution à côté de celle de la production du Journal de Montréal, qui a fait en sorte, justement, encore aujourd'hui, on a une boîte de distribution qui distribue les magazines et Le Devoir. Ça a été un homme aussi qui avait cette vision d'intégration et au moment de son décès, cette entreprise partait de la coupe de bois à la fabrication de papier, à l'impression, à l'édition et la production de magazines, d'éditions et de journaux. Ça a été un homme aussi qui a souhaité montrer que les Québécois et les Québécoises étaient capables de réussir en affaires et de réaliser des acquisitions. Et c'est lui qui était à l'origine donc de la création de Québécois World, qui a été une des activités les plus importantes dans le domaine commercial. Il a monté une entreprise extrêmement bien intégré verticalement, et ça a été comme le modèle d'inspiration lorsque la transaction de Vidéotron s'est présentée. Et à l'intégration verticale a succédé l'intégration horizontale. Il y a plusieurs personnes qui ont dénoncé, qui ont décrié. Il y avait beaucoup de Monday morning quarterback à ce moment-là. Il y a même des critiques, que ce soit les analystes ou les commentateurs, que d'ailleurs, je pense, Robert Charlebois appelait, dans sa première génération ou itération, des ratés sympathiques, qui ont critiqué ce modèle. Mais là, aujourd'hui, je suis obligé de dire, comme disait le capitaine Bonhomme, là, dans le temps, au Canal 10, les sceptiques ont été confondus. Et qu'est-ce qui est arrivé dans ce merveilleux monde des télécommunications et des médias? Bien, tout le monde s'est engagé dans cette direction. Il y a même notre concurrent, dont je ne citerai pas le nom, mais en général, il est assez fréquent ici, mais je le salue à cet égard, qui s'est engagé dans cette direction. La fameuse convergence. Mais on sait que des entreprises comme... et c'est très actuel, alors, aux États-Unis, une transaction qui est actuellement donc, sous l'examen du Federal Trade Commission, je pense, sur donc l'amalgame ou la fusion entre AT&T et Time Warner. On parle également donc de Vivendi et Telecom Italia en Europe. Manon siège sur le conseil d'une grande entreprise en France qui s'appelle Altis, qui a fait l'acquisition d'un opérateur sans fil, c'est SFR, qui également est très présent donc dans le domaine des médias. Alors cette intégration, nous y croyons et nous allons continuer à y travailler. Et on ne peut pas dire autre chose que pour nous, ça a été un grand succès. Ça a été un grand succès, ça nous a permis donc d'augmenter nos revenus jusqu'à concurrence de 4 milliards de dollars et de hisser notre bénéfice d'exploitation jusqu'à 1,6 milliard de dollars. Mais je dirais pour nous aussi, la convergence, c'est de faire en sorte de tout mettre en œuvre pour propulser nos contenus. Les propulser encore toujours plus loin. Nos journaux, nos magazines, jusqu'à l'Internet. La télédistribution, nos téléphones intelligents, en passant évidemment par notre chaîne de télé généraliste, nos chaînes de télévision spécialisées, nos maisons d'édition et nos compagnies de disques. Et si nous connaissons du succès aujourd'hui, c'est grâce à notre
capacité et notre volonté de toujours nous renouveler. Alors, laissez-moi quand même vous illustrer clairement ce que ça signifie. Je pense que Vidéotron a toujours fait œuvre de grande innovation. Vidéotron a révolutionné le service à la clientèle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, quelqu'un qui était chez Vidéotron, c'était un abonné. Aujourd'hui, depuis même 17 ans maintenant, c'est un client. Et il y a une grosse nuance à faire. Un client a la liberté de choisir le service, alors qu'un abonné, je ne veux pas parler contre Hydro, évidemment, parce que j'ai été président du conseil, t'en veux-tu ou t'en veux pas de l'électricité? Il y en a un seul fournisseur. Et ça nous a permis de créer une toute nouvelle culture, une émulation à la concurrence. C'est Vidéotron le premier qui a proposé qu'on puisse choisir ses chaînes. Et imaginez-vous, 15 ans plus tard, le CRTC a imposé aux câbleaux-distributeurs canadiens le choix à la carte, alors que 15 ans auparavant, nous l'avions fait. Vidéotron a été le premier MVNO, excusez-moi l'expression, Mobile Virtual Network Operator, le premier opérateur sans fil qui n'était pas propriétaire de son réseau. Et ça nous a permis, après avoir fait des représentations à Ottawa, d'obtenir du spectre et de démarrer, et là aussi, c'est une innovation, le premier opérateur nouvel entrant qui a fait en sorte justement de créer un environnement plus concurrentiel, de créer les conditions nécessaires pour que les entreprises qu'on appelle incumbent, donc historiques, investissent encore davantage dans leur réseau pour accélérer les débits et les vitesses en Internet. Et ça a permis aussi et surtout de diminuer les tarifs. Il n'y a rien comme la concurrence pour que ce soit ainsi fait. Et il y a aussi, parce que je pense réussir, c'est aussi anticiper. Et il ne faut pas penser qu'on ne voyait pas Netflix en venir. En 2012, nous avons décidé de démarrer le Club Illico. Donc, un véhicule de diffusion par la télévision, bien évidemment, mais aussi par l'Internet. Et nous avons décidé d'investir de façon massive dans le contenu, évidemment, toute proportion gardée. Alors, c'est ainsi que nous avons proposé des séries originales, des séries comme Blue Moon, comme Victor Lessard, et tout récemment, une série pour les adolescentes, mais pas nécessairement, mais notamment, qui s'appelle l'Académie. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça fait travailler tout notre écosystème culturel. Ça fait travailler, évidemment, le milieu de la télévision, de la production. Victor Lessard est un livre. Ça fait travailler l'édition, créer des débouchés pour nos auteurs. L'Académie, la bande musicale, est faite par Alexandre Nevsky. Encore des revenus supplémentaires pour faire en sorte que, justement, notre milieu culturel soit bien installé, soit correctement financé et qu'on puisse ainsi assurer sa pérennité. Mais Vidéotron aussi a été à l'image d'autres innovations comme l'introduction du 1 gig en Internet et aussi du multiplateforme. Alors j'ai amené... ça, j'adore ça, montrer ça. Ça paraît bien en plus de ça, quand ça fait une photo. Là. On diffuse évidemment le câble sur la télévision, mais on le fait également sur Internet et on le fait aussi sur le sans-fil. Alors, c'est LCN en plus de ça, c'est tout arrangé avec le gars des vues. Contrairement à ce que certaines personnes ont dit, Vidéotron est un câbleau-distributeur. Eh oui, un câbleau-distributeur qui participe très étroitement au financement de la culture. C'est 1,5 milliard qui a été dédié au financement du contenu depuis les 5 dernières années. Paiement des redevances aux chaînes spécialisées. Développement de la télévision communautaire avec MaTV. Et
Investissement à l'intérieur du Fonds des médias du Canada pour 117 millions. En 5 ans, la Vidéotron a également investi 1,1 milliard pour augmenter sa capacité et son débit en Internet. Capacité, évidemment, qui a été proposée aux différents véhicules de diffusion sur Internet. Et contrairement à ce qu'on dit, d'aucune façon, les câblo-distributeurs ou fournisseurs d'accès Internet bénéficient ou monétisent ces investissements majeurs, puisque ceux qui les utilisent, donc notamment Netflix, ne payent absolument rien pour la bande passante. Alors, ces investissements ont été massifs dans le passé et ils vont continuer à le demeurer. Sachez que Vidéotron a l'intention et la volonté de demeurer à l'avant-garde des entreprises de télécommunications, que les véhicules de diffusion, notamment sur le sans-fil, pour notre activité culturelle ici au Québec va s'accroître encore davantage, que nous aurons l'occasion de proposer, particulièrement dans cette niche, dans ce créneau démographique que constituent les grands utilisateurs de sans-fil, donc la capacité de faire la promotion et mettre en valeur notre culture. Il y a une chose aussi qui m'apparaît très importante de souligner, c'est que la présence des entreprises au Québec, la présence des sièges sociaux au Québec permet de faire en sorte qu'il y ait une action, et je pense qu'il y a un congrès d'ailleurs actuellement, aujourd'hui, au Palais des Congrès, j'ai vu ça dans le journal, d'avoir une industrie, entre guillemets, philanthropique ou une avenue caritative très importante. Et à cet égard, parce que nous aurons des entreprises fortes ici au Québec, mais nous aurons également les véhicules pour financer le caritatif et le philanthropique. Et chez Québécois, cette inspiration nous vient évidemment de mon père. Et lui avait fait le choix, notamment, pas exclusivement, mais de participer très étroitement au financement de la culture. Alors, c'est avec, évidemment, beaucoup d'inspiration que nous avons suivi sa démarche. Et chaque année, c'est plus de 400 organismes que Québécois soutient avec son action philanthropique. Je pourrais vous en donner énormément. Il y en a un pour lequel je suis très fier. Je suis très fier parce que aussi ça nous caractérise, les Québécois et les Québécoises. Ça nous a permis aussi, je dirais, d'exister encore plus, je dirais, sur une sphère internationale. C'est le cinéma québécois. Avec le projet Éléphant, Mémoire du cinéma québécois, nous avons numérisé et dorénavant disponible pour distribution partout sur la planète plus de 225 films québécois. Et cette tâche n'est pas terminée. Je tiens à remercier particulièrement Marie-Josée Raymond et Claude Fournier, qui sont les chevilles ouvrières, si je peux dire, de ce travail, et tous ceux et celles, notamment Sylvie Cordeau, ma proche collaboratrice, qui y travaille également assidûment. Mais je pourrais faire également la nomenclature de bien d'autres actions. Je pense à l'espace Félix-Leclerc, à Québec, sur l'île d'Orléans. Je pense au Festival de cinéma de Québec. Je pense au Festival du Nouveau cinéma qui vient de se terminer. Je pense au Festival de la poésie de Trois-Rivières, aux correspondances d'Eastman. Je pense, et je le mentionnais tout à l'heure, au Théâtre du Rideau Vert. Merci encore, Denise. Mais si le Théâtre du Rideau Vert existe encore aujourd'hui, donc dans une perspective de sauvetage, c'est une tribune supplémentaire qui est offerte aux différents comédiens ou aux comédiennes, aux acteurs et aux actrices. Ça alimente, ça crée une pépinière de talents qui vont par la suite être en mesure de gagner honnêtement leur vie dans une activité qu'ils ont choisie et pour laquelle ils vont mettre en valeur le Québec. Alors, je pourrais évidemment être plus long, mais je tiens à dire aussi, et ça, c'est probablement peut-être la plus belle des illustrations, parce que, oui, on participe à cette action caritative, mais on le fait, et il faut le faire lorsqu'on en a besoin. Vous vous souvenez tous ce qui s'est passé de l'incendie du Théâtre de la Forge à Petite-Vallée. J'y étais cet été. Ça n'a pas pris 3 mois. Et ce n'est pas ni Netflix, ni Spotify, ni Apple, ni Google qui se sont mobilisés pour faire en sorte de créer une levée de fonds
et trouver les sommes nécessaires, en tout cas certainement en partie nécessaires, pour la reconstruction de ce petit théâtre. Alors, on ne peut pas faire autrement que, encore une fois, constater l'importance qui est celle que nos entreprises soient solides et extrêmement bien organisées. Alors oui, nous avons les moyens de nous défendre, mais on souhaiterait peut-être dans la vie faire autre chose aussi que simplement nous défendre. Nous aimerions également nous déployer à l'international et à l'étranger. Vous savez, la capitalisation boursière de Québecor est relativement importante. Elle a touché 6 milliards de dollars récemment. Mais 6 milliards de dollars, qu'est-ce que c'est? C'est même pas 5 % de la capitalisation boursière de Disney. 152 milliards. Qui est en train d'ailleurs, en tout cas des discussions nous amènent à penser qu'il prendrait le contrôle de 20th Century Fox, dans lequel on retrouve là aussi un autre site de streaming qui s'appelle Hulu, donc qui prendrait la majorité. Netflix, capitalisation boursière, 80 milliards. Moi, je pense que toute cette créativité qui existe au Québec, et on l'a vu, Denis Villeneuve est allé faire des films à Hollywood. Pourquoi ne pas les faire ici au Québec? Pourquoi ne pas vouloir créer des champions nationaux, qui est la meilleure façon d'assurer et d'assumer notre pérennité? Alors, à cet égard, on devrait avoir un certain nombre de conditions. La première est assez simple. On devrait quand même ne pas proposer des privilèges au niveau de la taxation aux groupes étrangers. Le commerce en ligne, ça fait quand même un certain nombre d'années que ça existe. Que ce soit pour des biens physiques ou des biens virtuels. Que ce soit dans une perspective de développement. Moi, à l'époque, on était chez Archambault et j'ai décidé de vendre Archambault pour une raison simple, c'est que nos concurrents, Amazon, vendaient ici au Québec sans se faire voir et se faire facturer ou ayant l'obligation de facturer la TPS et la TVQ. Alors, on a vu que le gouvernement Trudeau erre complètement en faisant en sorte de privilégier un groupe étranger, alors qu'on devrait avoir, nous, les moyens de faire en sorte d'aller à l'étranger. L'équité fiscale est probablement la condition la plus élémentaire que nous devrions nous donner. Le gouvernement Trudeau doit saisir la main tendue qui est offerte actuellement par Québec. La position est intenable et nous l'avons vu décriée par tous. Nous avons essayé de mettre en branle une certaine mobilisation qui est apparue récemment parce que je sais pertinemment, et nous le savons tous, que ces questions-là tiennent à cœur la grande majorité, pour ne pas dire la totalité des citoyens. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans une campagne de publicité pour bien illustrer en quoi consiste la profondeur et l'envergure de ceux et celles, des participants et des participantes de notre industrie culturelle. Alors, nous avons fait une série de publicités avec de nombreux comédiens, des animateurs, des artisans, des producteurs qui ont uni leur voix à Groupe TVA dans les dernières semaines pour témoigner de l'importance d'offrir et de soutenir une télé qui nous ressemble et nous rassemble. Je vous laisse les écouter. Notre télé est à l'image de notre culture. Elle est vivante, rassembleuse et distincte. Chaque année, TVA investit plus de 600 millions dans l'économie pour faire rayonner la culture québécoise. Pour notre culture, notre télé doit rester forte. Au Québec, notre talent créatif définit notre culture et on peut en être fier. TVA consacre plus de 2000 heures d'émissions pour promouvoir tous les secteurs culturels d'ici. Pour notre culture, notre télé doit rester forte.
Notre culture québécoise est portée par des histoires qui nous ressemblent et des valeurs qui nous rassemblent. Chaque année, TVA diffuse plus de 75 productions originales francophones. Pour notre culture, notre télé doit rester forte. Je travaille comme maquilleuse à TVA depuis 30 ans. Comme réalisateur depuis 18 ans. Dans le numérique depuis 6 ans. Et moi, depuis 28 ans. Que l'on soit devant ou derrière la caméra, on a tous un rôle à jouer pour le rayonnement de notre culture. Pour que notre télévision francophone demeure distincte, on ne peut tout simplement pas confier la production d'émissions québécoises aux géants américains. Parce que dans toutes les régions, il y a des artisans comme nous qui ont à cœur nos émissions d'ici. Pour notre culture, notre télé doit rester forte. Michel Allen, auteur. Nicolas Merola, producteur. Anne Boyer. Michel Dastou, auteur et producteur. Benoît Clermont, producteur. Notre rôle est de présenter des histoires qui sont le reflet de notre société. Le gouvernement fédéral fait fausse route en offrant un traitement de faveur aux géants américains. C'est injuste et inéquitable pour nos entreprises d'ici, qui contribuent chaque jour à bâtir notre identité. Pour notre culture, notre télé doit rester forte. Guy Nadeau, Sophie Lorrain, Sacha Charles, Camille Felton, Charles Lafortune. Nous travaillons pour vous raconter et vous faire vivre des histoires qui vous touchent. Les artistes d'ici seront toujours les mieux placés pour donner vie à des personnages qui reflètent notre culture et nos valeurs. Allons-nous vraiment laisser la production d'émissions québécoises aux géants américains au détriment des diffuseurs et des producteurs d'ici? Nos histoires, nos séries, nos émissions. Ça nous appartient. Pour notre culture, notre télé doit rester forte. Merci. Merci à tous et à toutes. Merci Gino, Charles. Il y avait également nos collaborateurs, nos collaboratrices du service de l'information. Je ne pense pas qu'on les ayons vus, mais il y avait Sophie Thibault, Pierre Bruno. C'est ça aussi, Québécois, c'est l'information, les bureaux d'enquête, la démocratie. Mais ça sera pour une autre conférence. Okay? Alors, merci Charles, merci Nicolas, merci Sophie qui est avec nous aujourd'hui. Merci Benoît Clermont, Anne, Michel, Sacha. Alors, la deuxième condition aussi, je pense, qui est très importante, c'est qu'on doit cesser de bombarder nos activités ou nos entreprises en matière de radiodiffusion et de télécommunication, de réglementation, d'abus réglementaires. Écoutez, on est rendu, là, on fait travailler des gens pour remplir des rapports chez TVA et de leur indiquer que 95% de notre programmation est faite au Québec. Est-ce que nous préférerions que cet argent-là soit mis à l'écran plutôt que d'être envoyé au CRTC à Ottawa? Alors, c'est un fardeau de plus en plus lourd que les organismes de réglementation posent aux entreprises. Et des fois, il y a des décisions qu'on n'arrive pas à comprendre. Moi, je pensais que l'innovation, c'était de pouvoir proposer des nouveaux produits. À un certain moment, chez Vidéotron, on propose musique illimitée sur le téléphone. Bien, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été retoqués par le CRTC qui a déclaré que ce produit était illégal. Lorsque on lance des produits, il faudrait essayer de saluer justement le courage et la vision de nos entreprises, plutôt que de fermer ou de vouloir fermer les initiatives de cette nature-là. Même chose pour les revendeurs. Nous avons investi, les revendeurs d'accès Internet, on a investi je vous l'ai mentionné tout à l'heure, des centaines, et nous ne sommes pas les seuls. Et aujourd'hui, nous sommes forcés d'offrir l'accès à nos réseaux à des revendeurs qui ne mettent pas une scène. Et vous savez qu'est-ce qui va se produire? Bien, c'est la voie royale pour les entreprises étrangères de faire l'acquisition et de venir ici sans avoir amené l'activité économique qui est correspondante. Alors, en ce qui nous concerne, nous, on va continuer. Nous allons continuer à vouloir produire. Nous souhaiterions aussi, et je sais que ça, c'est un sujet un petit peu plus controversé, mais je ne voudrais pas qu'on tombe dans, excusez-moi l'expression, le manichéisme le plus élémentaire. Et je sais qu'il y a mon ami Solange qui est là, il y a Monique, il y a Mme Brabant aussi. Pourquoi
les champions, si nous voulons avoir des champions, parce qu'en face de nous, là, je vous répète, là, il y a les Disney, il y a les Bertelsmann, il y a les 20th Century Fox, les News Corp, il y a même donc d'importantes entreprises dans le domaine, dans le monde hispanique. Là. Pourquoi on ne serait pas capable de créer un champion national? C'est sûr que je vais vanter les mérites de l'entreprise que je dirige. Je suis payé pour ça. Mais nous avons démontré dans le passé que cette activité dans laquelle nous nous sommes engageants, c'est surtout et avant tout une activité économique. C'est le déploiement et le développement de nos industries culturelles. Alors pourquoi une entreprise aujourd'hui avec, dans le fond, une espèce de système réglementaire archaïque n'aurait pas droit au crédit d'impôt? On le donne bien à des entreprises étrangères comme Ubisoft. Pourquoi? Pour le bénéfice du déploiement à l'étranger, on ne serait pas en mesure de le faire. Et quand je dis, c'est pas parce que tu es gros que tu es méchant, puis que parce que tu es petit, tu es gentil. C'est ça le manichéisme. Moi, je dirais que l'un peut aller avec l'autre. Et au contraire, que la production indépendante s'abreuve de cette capacité de pouvoir avoir des plateformes de diffusion conventionnelles que sont la télévision, mais les nouvelles plateformes que sont l'Internet et de plus en plus dans les prochaines années pour le sans-fil. Alors, je sais que le temps file avec le sans-fil, parce que je pense que ça fait 25 minutes déjà qu'il est allumé. Je vais conclure en vous réitérant, donc, dans le fond, les 3 conclusions qui sont celles que j'aimerais que vous reteniez. Pas de disproportion, pas de système inéquitable entre les entreprises étrangères et les entreprises domestiques. Pas de fardeau de trop lourd fardeau réglementaire qui nous empêche de bouger et d'innover. Et enfin, avoir un système de financement de nos industries culturelles qui n'exclut personne, qui ne fait pas de discrimination et qui va de nouveau instaurer les bases solides du déploiement de nos activités culturelles partout, ici au Québec et dans le monde. Merci beaucoup.